Des illusions, beaucoup de désenchantement et pourtant, une dernière étude montre que 80% des jeunes interrogés ont l'intention d'aller voter à la présidentielle. Donc, a priori, il n'y a pas divorce. On va donc essayer quand même de comprendre ce qui se passe avec nos invités sur ce plateau. Rémi Cardon, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de la Somme. Vous allez avoir 28 ans, je crois, et c'est un détail... 27 ans, encore moins, et c'est un détail important, puisque vous êtes le plus jeune sénateur de la Ve République, je crois, et évidemment, c'est notre sujet aussi aujourd'hui. Constance de Pellichy, bienvenue à vous également. Vous êtes maire LR de la Ferté-Saint-Aubin, qui se trouve dans le Loiret, et vous aviez, vous, moins de 30 ans lorsque vous avez été élu maire, et c'est important aujourd'hui. Frédéric Dabi, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général opinion de l'IFOP, vous êtes l'auteur de La Fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs, aux éditions Les Arènes. Et Paul Maillot est également avec nous, bienvenue. Vous êtes président de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE qui est à l'origine de l'enquête dont je parlais à l'instant, évidemment, on y reviendra dans ce débat. Je le disais, dans ce film, on entend quand même des jeunes assez désabusés. Certains parlent même d'un sentiment de trahison. Des mots très forts sont employés. Paul Maillot, est-ce que ça veut dire que les jeunes n'ont plus foi en la politique au sens traditionnel du terme, dans cette politique classique qu'on connaît depuis 50, 60 ans? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'altérations sur cette vision-là, et c'est lié à plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées avec la crise sanitaire, qui a exacerbé beaucoup de difficultés et où il y a une perte de confiance dans les responsables politiques, comme le démontre aussi l'enquête, puisqu'on a 66% des jeunes quand même qui émettent un ressentiment assez acerbe vis-à-vis des responsables politiques et notamment au vu des difficultés qu'ils vivent au quotidien. Donc ce que vous entendez dans le documentaire, c'est témoignages de gens qui ont un peu lâché, qui sont un peu écœurés, un peu dégoûtés. Ça ne vous a pas surpris, vous, de l'entendre? Non, ça ne nous a pas forcément surpris, et c'est quelque chose qu'on retrouve au quotidien, puisqu'on est aussi des acteurs de proximité avec des associations étudiantes qui nous font part, oui, effectivement, de ce sentiment-là, de la part de la jeunesse vis-à-vis des responsables politiques et des préoccupations. On pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais qui ne sont pas forcément prises en compte, à la fois dans le débat public, mais également dans la manière aussi de pouvoir répondre à leurs difficultés. Oui, on va parler évidemment du fond, de la forme qui pêche. Frédéric Dabi, dans le documentaire, à un moment donné, on a une jeune qui se sent vraiment trahie par Benoît Hamon, qui a lâché la politique après son tout petit score à la présidentielle et qui parle vraiment de trahison. On a une jeunesse qui se sent trahie. Alors, ce n'est qu'un cas, mais c'est vrai que ça peut arriver. Moi, ce qui me frappe dans la jeunesse, alors c'est faux de dire, d'ailleurs on l'a vu, que les jeunes ne votent pas automatiquement à une élection présidentielle. Quand on est primo-votant, quand on est entre 18 et 23-24 ans, on vote au contraire beaucoup. Il y a eu des élections présidentielles où les jeunes ont voté massivement, plus en pourcentage que l'ensemble des Français, mais des élections très spécifiques, de rupture. 81, on s'en souvient, 95, la fin d'ère Mitterrand, 2007, une élection de renouvellement. Mais c'est vrai que très vite, après ce vote d'enthousiasme, ce vote initiatique, il peut y avoir une période de désillusion, puisque quand on change de catégorie, dès qu'on passe de 25 à 30 ans, de 25 à 34 ans, une génération de l'insertion qui souffre plus, on vote déjà nettement moins. Et c'est vrai que quand, à travers l'enquête que j'ai faite pour le livre La Nouvelle Vague 2021, qui bénéficie d'une profondeur historique, puisque la première datait des années 50, on voit qu'on a un sentiment de trahison qui est monté. Ah oui, trahison, donc c'est oui, bien ça. De trahison, mais je trouve qu'il est moins fort qu'un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que les jeunes, comme l'ensemble des Français, mais c'est très marqué chez eux, sont moins sur une logique de tous pourris, on ne les aime pas à titre personnel, mais sur une logique de tous impuissants. Impuissants à résoudre les crises, impuissants à faire avancer les choses sur leur thème. Le thème de votre enquête, j'imagine que c'était très fort. Le climat, les inégalités, les discriminations, et tout ça concourt, en dehors des primo-votants, à un sentiment de questionnement sur le vote. Est-ce que voter, c'est utile? Est-ce que voter permet vraiment de changer les choses? Et avec l'idée que les solutions, la manière de faire bouger les choses se trouve de moins en moins dans la sphère politique, mais ça n'empêche pas que la présidentielle, c'est un moment particulier. On verra ce qui se passera le 10 avril, même si pour l'instant on a des jeunes, même les primo-votants, qui sont à un niveau d'abstention qui est extrêmement fort et jamais vu. On y verra. Je vous vois tous réagir à ce mot d'impuissance. Constance de Pellichy, c'est ce que vous entendez aussi. C'est terrible pour vous, parce que vous êtes maire, vous êtes dans l'action, vous entendez qu'on vous dit vous êtes impuissante? En tant que maire, on n'entend pas exactement le même discours. Tout dépend de quelle politique on parle. On a tendance à résumer l'élection présidentielle au seul moment politique qu'on puisse connaître dans notre démocratie, ce qui est totalement faux. La vie politique ne se joue pas uniquement à une élection présidentielle, même si elle peut changer beaucoup de choses.
Une élection présidentielle, ça peut avoir un impact sur vos conditions de travail. Le gros sujet du jour, c'est quel impact sur la retraite, quel impact sur l'énergie. Est-ce qu'on va vers plus de nucléaire ou moins de nucléaire? Ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes et qui vont se jouer lors d'une élection présidentielle et sur lesquelles le futur président de la République a un véritable pouvoir. En revanche, il y a effectivement cette problématique d'impuissance qui revient, pas seulement chez les jeunes, hein, c'est quelque chose, je pense que Rémi Cardon peut dire la même chose, sur nos marchés, c'est toutes les générations qui viennent nous dire, mais finalement, moi j'ai toujours voté par sens du devoir, aujourd'hui je vois vraiment pas pour qui voter, et surtout, finalement, nos enjeux, ils sont planétaires. Ce sont ceux d'un monde économique globalisé. Donc oui, mes conditions de travail, etc. Mais si c'est pour faire fermer nos usines parce qu'on a perdu en compétitivité, à quoi bon? Le climat, bah oui, moi je fais attention, je mange local. Mais quand je vois qu'ils rouvrent des centrales à charbon en Chine... Donc vous dites, c'est tout le monde finalement, et les jeunes sont dans ce mouvement-là, mais comme tous les jeunes ont des sujets particuliers, comme le climat par exemple, qui vont leur parler plus qu'à certaines générations. Mais le fossé qui se creuse effectivement vis-à-vis des politiques, c'est pas seulement les jeunes. Je pense qu'il est beaucoup plus global que ça. Mais vous, Rémi Cardon, par exemple, vous êtes un cas à part, effectivement. Vous êtes un jeune, on peut le dire, qui a choisi la voie classique de la politique. Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Alors, c'est aussi un peu de famille, hein, je crois. Vous êtes plutôt engagé en politique dans votre famille. Et vous les entendez, ces jeunes, qui vous disent « mais ça sert à rien ». Qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à rien? Ils ont aussi vécu, et notamment je m'inclus dedans, parce que c'est la génération un peu post-années 90, où effectivement on a vécu les inquiétudes de nos parents sur la crise financière, on a vécu effectivement les différentes crises, attentats, Covid, et maintenant qu'il y a une dimension internationale avec la situation en Ukraine. Donc on voit en fait que au final nos politiques gouvernementales sont plutôt en mode gestion de crise et pas en mode perspective, avec des projets d'avenir, et donc on peut comprendre que ces jeunes-là en fait n'arrivent pas à s'y retrouver, n'arrivent pas à se projeter. Ils vivent comme beaucoup de concitoyens des situations de crise. D'ailleurs, le mot état d'urgence. Vous vous sentez utile, j'imagine. Vous vous sentez utile. Vous avez choisi cette voie. C'est évidemment, j'imagine, pour être utile. Comment vous essayez de les convaincre, alors de leur dire que c'est utile ce que vous faites? On les ramène au concret. Et donc, on les ramène à des politiques publiques portées par des collectivités. Et c'est ça qui fonctionne en réalité. Mais j'ai plutôt l'impression que ces jeunes-là ont eu du mal à se projeter en un avenir et à retrouver du sens dans un engagement. Ils sont parfois, certains, il y a quand même des jeunes qui se sont engagés sur la partie climat, avec la marche pour le climat. Mais il y a, je dirais, on est aussi dans une société qui vient consommer aussi de l'engagement. Et pas forcément... Consommer de l'engagement. Bah oui, sur des actions ponctuelles. Et ça arrive de plus en plus. Et je le vois, même chez mes militants. Hein, je le vois. Mais pourquoi ce mot consommer? C'est un peu provocateur, ce mot. Mais c'est-à-dire qu'ils viennent sur des actions, sur les retraites, par exemple. Il y en a qui vont venir dans la rue juste parce qu'on va toucher aux retraites. Et c'est vraiment sur un point... D'accord, ils choisissent leur thématique. Exactement. C'est intéressant. Moi, je confirme complètement ce que vous dites. C'est vrai que dans une partie importante de la jeunesse, il y a une crise aussi de l'engagement. Et le mot central, c'est collectif. L'engagement collectif. Il n'y a pas de crise de l'engagement individuel. Dans l'enquête Nouvelle Vague, on a 3/4 des jeunes qui se déclarent, et les mots ont un sens, personnellement engagés en matière de climat. Ils sont sur une logique, puisqu'il y a le « à quoi bon » dont vous parliez tout à l'heure, à quoi bon voter, à quoi bon s'engager alors que ça ne change pas les choses. Ils sont sur une logique qui est « qui mieux que moi ?» peut faire avancer tel ou tel dossier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collectif. Heureusement, il y a eu des marches sur le climat, vous en parliez, mais face à des politiques dont on a l'impression qu'ils procrastinent, COP 21, 22, 23, qui remettent au lendemain la résolution des solutions. J'avais été marqué par un verbatim d'une jeune fille qui avait 25 ans, qui disait il y a 10 ans, j'avais 15 ans, j'entendais ma mère dire que j'étais moins bien payé que ses collègues. 10 ans après, est-ce que les choses ont vraiment changé? Elle en doute. Voilà. Et donc l'engagement individuel devient un engagement central. Alors dans le documentaire, on voit que certains jeunes ont perdu leurs illusions, je vous le disais, sur la façon traditionnelle de faire de la politique, mais ils n'ont pas pour autant perdu l'envie de faire bouger les lignes. Et ça, c'est aussi un point intéressant. Alors certains dans des associations et puis certains autres dans leurs gestes du quotidien. Regardez cet extrait. Je raisonne ma manière de vivre. Et là, déjà, c'est un acte politique. Manger, c'est politique. Faire ses courses, c'est politique parce qu'on prend des décisions.
On prend des décisions parce qu'on a décidé de ne pas engraisser telle ou telle boîte, de faire en sorte de rétablir un espèce d'équilibre. Donc oui, je me sens militante au quotidien. Paul Maillot, je vous vois faire oui de la tête. Ça veut dire que la politique n'a pas du tout disparu de l'esprit des jeunes. Ils en font juste autrement, et alors dans leur quotidien, dans leur geste quotidien. Totalement. C'est un petit peu le résumé, je pense. C'est effectivement plus une vision, une manière d'agir dite traditionnelle, comme on vient d'en parler, mais plus de l'ordre du renouveau et dans les actions quotidiennes. Effectivement, ce qui a été dit sur les actions ponctuelles, c'est vraiment ça. Ça va être, pendant la crise sanitaire, quand il y a eu des difficultés qui ont été vécues, c'est des jeunes qui sont allés participer aux distributions alimentaires. C'est des jeunes qui se sont mobilisés dans la dernière COP à travers le monde entier, quand il y a eu celle à Glasgow. C'est des actions ponctuelles du quotidien. Et effectivement, même quand on fait des choix, privilégier tel mode de transport pour le bien du coup de l'environnement. Et ça, c'est dit, revendiqué et vécu comme un geste politique. Bien sûr, on change nos habitudes profondes. Et ce qui ressort également de l'enquête, c'est qu'on a une très grande partie des jeunes qui sont prêts à mettre de côté leur confort personnel au profit du bien collectif. Et ça, c'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup. Donc c'est plutôt une politique loin des partis, Constance de Pellichy, vous qui êtes plutôt, encore une fois, là, dans la voie traditionnelle, y compris de la politique partisane. On voit que des jeunes continuent d'agir sous forme politique, mais loin des partis. Oui, mais c'est pas illogique du tout. Les gros partis sont des grosses machines qui préparent une élection présidentielle ou qui préparent des grosses élections telles que les élections européennes ou régionales pour lesquelles vous n'avez pas d'autre choix logistique que de vous appuyer sur un gros parti. Mais de tout temps, on a eu une multitude de capacités à agir en dehors des partis et sur le terrain. Pour vous, c'est pas nouveau alors, ce qu'on entend, cette jeune femme qui dit « moi j'agis quand j'achète, ce que j'achète à manger, à qui je donne mon argent ». Je sais pas si c'est nouveau ou pas, je suis pas suffisamment âgée pour avoir ce recul-là. Mais j'appartiens effectivement à une génération qui a pris conscience que sa manière de consommer avait un impact. Elle a un impact social, elle a un impact environnemental, elle a un impact par rapport à nos choix de vie. Et donc, c'est une manière de faire de la politique. Mais vous êtes tournée vers les partis. Pourquoi ? Moi, je me suis tournée vers les partis parce que j'ai une relation parfois contrariée avec mon parti. Mais je pense comme beaucoup de gens. J'avais le sentiment qu'il s'y joue malgré tout beaucoup de choses. Notamment parce que c'est la grande écurie présidentielle. Que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se dit dans mon parti, mais qu'en même temps, à un moment donné, si on a envie de changer les choses, faut mettre les pieds dedans. Vous ne pouvez pas changer les choses en contestant totalement le système. Donc c'est un peu par défaut quand même. Non, c'est pas par défaut, c'est la volonté d'aller plus loin, d'aller apporter ma pierre à l'édifice là où je sens que c'est possible. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de cette élection présidentielle, et y compris au sein de mon parti, il y a quelque chose qui m'exaspère. Alors, c'était surtout le cas avant la crise en Ukraine, c'est le fait que cette élection présidentielle, elle est tournée uniquement autour de l'immigration. En quoi l'immigration est le seul sujet aujourd'hui qui va faire l'élection présidentielle? Je voudrais qu'on parle de santé, je voudrais qu'on parle d'éducation, je voudrais qu'on parle de système universitaire, je voudrais qu'on parle de mobilité. Et comme beaucoup de jeunes, c'est vraiment ça qui ressort du discours des jeunes d'ailleurs. C'est qu'on n'a pas parlé de leurs préoccupations et qu'on ne parle que d'immigration. Mais là, ce sont des préoccupations qui sont essentielles. Et pour le coup, les médias ont également leur part de responsabilité dans cette question qui nourrit l'éloignement entre le parti traditionnel et les Français dans leur engagement politique. Alors justement, on va y venir, on va pousser dans cette question. Qu'est-ce que les jeunes attendent des politiques ? Eh bien, ils attendent qu'on leur parle effectivement de leur sujet, de leurs préoccupations. Ils attendent qu'on s'adresse à eux directement. Mais alors, parler à un jeune, est-ce que c'est faire une vidéo sur TikTok ? Je vous pose la question juste après cet extrait. C'est Marine Le Pen. Retrouvez-moi désormais sur TikTok où je vous ferai partager les meilleurs moments de ma campagne. Et puis, je sais que TikTok, c'est les jeunes. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de propositions à vous faire. À bientôt. Voilà, alors TikTok, c'est les jeunes, nous dit Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'on s'adresse de la bonne façon aux jeunes, Rémi Cardon ? Disons que c'est un canal qui est très utilisé par les jeunes. Et c'est très révélateur de ce qui se passe aussi dans notre société. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, les différentes plateformes qui existent, l'engagement un peu individuel, c'est-à-dire une relation entre un smartphone, une vidéo, la manière dont on va interpréter les informations tout seul.
À la différence de avant, on pouvait faire, et ça se fait toujours, dans un café. Oui, avec les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques qui vont structurer une pensée, qui vont, par un fait d'actualité, créer un débat. C'était collectif. Voilà, il y avait en tout cas une construction collective. Là, aujourd'hui, c'est vrai que face au smartphone, un jeune va interpréter effectivement une vidéo, va se faire un avis, parfois qui peut être trop orienté. Mais par contre, ça a un avantage aussi. C'est que ces jeunes-là sont, pour le coup, très, très connectés au sens propre du terme, mais aussi, ils ont un niveau d'information qu'un jeune, il y a 20 ans, n'avait pas. Oui, parce que ça les informe. Donc, ils sont très intéressés par la politique, en fait, en réalité. Bien sûr. Paul Baillot, vous l'observez, ça, qu'effectivement, ces jeunes s'informent sur la politique au travers des réseaux sociaux et notamment de TikTok. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de vidéos, de contenus qui passent, qui sont diffusés. Après, c'est beaucoup trop parfois de contenus qui sont diffusés dont il faut aussi vérifier. Il y a de la maladresse de la part des hommes et des femmes politiques. Ils en font trop. Ils prennent les jeunes un peu pour des idiots. Oui, ça peut arriver. Je pense honnêtement, pour mettre les pieds dans le plat. En revanche, c'est pas foncièrement que lié aux responsables politiques, ça va être les médias de manière générale, les contenus qui sont travaillés et ce qui va préoccuper les jeunes, c'est assez éloigné. Et la massification de l'information, la manière très vite aussi, il y a des contenus très courts, ça a des biais sur la qualité de l'information et les jeunes le savent, puisqu'on a 71% des jeunes qui ont un sentiment quand même assez négatif vis-à-vis des médias. Et ces derniers choisissent ceux vers lesquels ils vont se tourner. Donc on a un petit peu tout ça qui rentre en compte, quoi. Donc oui, de l'information qui passe avec des nouveaux contenus, des nouvelles manières de communiquer, mais attention parce que c'est pas non plus binaire dans la manière de voir les choses. Ouais. Non, c'est vrai que cette élection, depuis on va dire le début du quinquennat, il y a une vraie évolution. Les politiques ont toujours voulu parler aux jeunes pendant les campagnes présidentielles. Ils ont toujours voulu, mais pas toujours réussi. Certains oui, hein, l'échange Balavoine, François Mitterrand sur un média le plus traditionnel, ça avait beaucoup marqué. À une époque, les jeunes allaient sur les médias des différentes personnalités politiques. Maintenant, les politiques vont sur les médias des jeunes. Mais il y a quand même une constante dans une élection présidentielle. Et là, c'est vrai que celle-ci, avec les chocs que la jeunesse a connus, le choc terroriste, le choc climatique et bien sûr le choc sanitaire, sans parler de la guerre en Ukraine, il n'y a jamais autant les politiques ont parlé aux jeunes. Est-ce que les jeunes ont l'impression d'être pris en compte? La réponse est non. Dans les enquêtes... Alors donc il y a un paradoxe. Oui, il y a un... Comment dire, paradoxe. On leur parle beaucoup, de plus en plus, et pourtant, ils ont l'impression qu'on ne s'adresse pas à eux. Parce que aussi, on va se parler extrêmement franchement, il y a aussi des bénéfices, entre guillemets, indirects du personnel politique. Prenons les candidats à la présidentielle, à parler à la jeunesse. La jeunesse, si on est rationnel, si on est même cynique, elle ne pèse pas. Il y a 8 millions de 18-30 ans, il y a 4 millions de primo-votants. Est-ce qu'ils sont inscrits? Beaucoup ne le sont pas ou ils sont mal inscrits. Est-ce qu'ils vont voter? Beaucoup ne voteront pas. Mais parler à ces jeunes, c'est aussi pour les politiques s'adresser à leurs parents, à leurs grands-parents. Il ne faut pas oublier à quel point... Et puis à des électeurs de demain. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais le pessimisme de projection de l'opinion publique française, c'est que vont devenir mes enfants, mes neveux, mes nièces. Et puis, il y a aussi l'idée que la présidentielle normale, c'est une projection vers l'avenir. Donc, parler de la jeunesse... Il ne faut pas oublier que le programme de François Hollande, c'était de la jeunesse en 2012. Ça permet de, je dirais, matérialiser cette projection. Mais c'est vrai qu'il reste un sentiment de déconnexion. Vous parliez du thème de l'immigration. Il y a le thème de la santé, qui est la première préoccupation des jeunes et des Français d'une manière générale. Et on sent qu'on n'en parle pas assez. Et ça passe, tout le monde est d'accord là-dessus, forcément par les réseaux sociaux, Constance de Pellichy? Non. C'est le canal aujourd'hui indispensable. Très honnêtement, je m'interroge beaucoup là-dessus. La première raison, c'est quand on parle de s'adresser aux jeunes, on pense étudiants, on pense études supérieures. Oui, bien sûr. Or, c'est pas toute la jeunesse qui est à l'université. Il y a toute une frange de la jeunesse qui est en recherche de travail, qui n'est pas diplômée, qui est sous-diplômée, voire décrocheuse. Et celle-ci, on s'adresse avec quel message par rapport à ces préoccupations? Le deuxième élément, c'est que je trouve que les réseaux sociaux ont réinstauré une communication qui est finalement extrêmement verticale. Sous couvert d'interaction, vous avez finalement une personnalité politique
qui va déclamer sa bonne parole via une vidéo. Et puis ensuite, vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont y mettre leurs sentiments et leurs commentaires. Mais il n'y a plus cette interaction directe sur laquelle s'est construite malgré tout pendant des décennies une campagne politique. Moi, j'aurais tendance à penser que finalement, la meilleure manière d'aller parler aux jeunes, ça reste le contact hyper direct. Un amphi, une réunion. Mais oui, un amphi, une réunion publique, d'être présent. Les politiques le font quand même. Ils le font toujours un peu, mais on me demande si les réseaux sociaux, c'est pour moi la bonne manière. J'ai retenu à l'occasion d'une des quelques campagnes que j'ai pu faire qu'on ne gagnait jamais une élection sur un réseau social, comme on ne gagnait jamais une élection sur un marché. Vous avez l'obligation d'y être pour montrer que vous êtes présent et ne pas décrocher, mais c'est jamais ça qui va vous faire gagner. Donc, oui, besoin d'y être pour diffuser un minimum d'informations, mais c'est jamais là-dessus que vous allez répondre aux attentes des jeunes. Et puis savoir quoi leur dire et avec la bonne façon. Là, on voit dans cet extrait qu'on a ressorti où Marine Le Pen n'est pas très à l'aise, mais elle n'est pas du tout la seule. Ils sont rares les politiques qui sont à l'aise sur ces réseaux sociaux parce qu'ils sont aussi d'une autre génération. Il y en a peut-être un du côté de la Macronie qui semble bien s'en sortir. On en parle assez peu, c'est Jean-Baptiste Djebbari, qui est devenu la mascotte des jeunes. Enfin, c'est très impressionnant. Complètement des millions de vues sur ces vidéos. Complètement inconnu des Français et mascotte d'une partie de la jeunesse. Je rebondis sur ce qu'a dit Constance. C'est vrai que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, même si le Covid l'a beaucoup homogénéisé dans ses perceptions, dans ses ressentis. Mais c'est vrai qu'auprès de cette jeunesse connectée, Jean-Baptiste Djebbari a vraiment créé une relation très forte. C'est incroyable ce qui se passe. Oui, tout à fait. Maintenant, la question c'est pourquoi faire, pour quel contenu, parce que la question des transports, des mobilités intéresse, mais c'est loin d'être le seul sujet jeune. Oui, mais de fait, il amène quand même une partie de l'électorat jeune vers Emmanuel Macron. Je pense que le vote Macron chez les jeunes, c'est d'abord Emmanuel Macron. Dans une élection présidentielle où il y a cette relation verticale, je crois guère à une sorte d'intermédiation d'un ministre, même de quelqu'un d'important. Rémi Carmon. Et il fait aussi, dans ses vidéos, il fait des trucs assez décalés aussi. Hein. Donc Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, je le précise. Un ministre, à une autre époque, n'aurait jamais pu faire ou prétendre. Et c'est aussi ça. Donc il s'adapte aussi au public, peut-être. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même que l'efficacité derrière... Est-ce que les jeunes ont bien compris ce que le ministre faisait sur les politiques de transport par ses vidéos TikTok? La réponse, je pense qu'elle est négative. Enfin, je veux dire, puisque c'est plutôt... il essaie de montrer, en tout cas dans ses vidéos, qu'il est accessible, sympathique. Enfin, c'est un peu la démarche quand j'en ai peut-être vu une. C'est de la com, hein? Oui, c'est de la com, mais en soi, enfin, voilà, c'est pas ça qui fait avancer les politiques publiques. Il faut se le dire. Et vous aussi, vous regrettez, parce que c'est vrai, et depuis le début de ce débat, on le dit aussi, on généralise, on parle des jeunes, effectivement, de façon comme un bloc monolithique. C'est regrettable, c'est vrai, Rémi Carmon? Ah oui, la jeunesse, des jeunes. Après, c'est vrai qu'il existe, ça a été dit, il existe plusieurs types de jeunes. Les jeunes, effectivement, qui sont plutôt dans un profil universitaire des étudiants, et les NEET aussi, qui sont ni en formation ni en emploi, qui sont complètement éloignés d'un organisme de formation ou d'études, d'apprentissage. Il y a des jeunes qui sont en apprentissage. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile à parler à la jeunesse. Je pense parfois il faut aussi cibler son discours, et c'est ce qui est fait aussi dans les réseaux sociaux, en réalité. On segmente, finalement. On segmente aussi. Par rapport à une proposition, il y a des candidats qui choisissent d'ailleurs leur jeunesse, au final. Il y a des candidats qui choisissent leur jeunesse. Quand je dis ça, c'est ils visent par exemple les apprentis, parce qu'ils vont muscler une proposition. Ils vont muscler une proposition sur leur thématique, sur leur quotidien. Et c'est voilà, chacun. Il y a des stratégies de campagne. C'est aussi ça la politique, surtout dans une campagne présidentielle. Il y a une autre question qui se pose, et encore plus depuis quelques années, c'est est-ce que cette désillusion qu'on observe dans le documentaire et qu'on entend un peu dans vos discours, est-ce que cette désillusion pousse les jeunes vers les extrêmes, vers les votes extrêmes, leur colère froide, leur déception, tout cela peut-il donner lieu à des formes de violence? On va en parler ensemble, mais dans ce film, dans ce documentaire, il y a un extrait qui est intéressant de ce point de vue-là. Écoutez. À Clermont, on combat le système. On a l'esprit contestataire de Clermont sur ce mur. Je sais pas, ça me met du baume au cœur de voir qu'il y a quand même des gens qui veulent s'exprimer, même si c'est sur un mur de briques où personne ne passe. Un peu de rébellion, ça n'a jamais fait de mal, et puis ça garantit aussi la santé d'un système, je pense. Il faut faire attention. S'il y a des contestataires, il faut quand même savoir pourquoi. Il faut quand même s'intéresser. Il
Frédéric Dabi, alors elle n'a pas l'air déstabilisée par ces tags, au contraire, hein, elle les trouve salutaires pour la bonne santé de la démocratie. En même temps, ce sont des signaux à regarder de près quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a une radicalité dans une partie de la jeunesse qui la pousse parce qu'il n'y a pas de résultat, parce qu'il y a une recherche d'efficacité, de solutions simples, à parfois se tourner vers les extrêmes. Mais je nuancerai tout de suite, quand on regarde aujourd'hui le vote des jeunes, il est assez conforme au vote de l'ensemble des Français. Il y a eu une époque où les jeunes votaient très différemment de l'ensemble du corps électoral. En 81, le premier candidat chez les jeunes, c'est Georges Marchais. En 2002, c'est Olivier Besancenot et Noël Mamère, donc des candidats estimables, mais qui ne se sont pas qualifiés pour le second tour. Là, quand on regarde les enquêtes d'attention de vote présidentielle, une jeunesse plutôt jeune vote clairement Emmanuel Macron, 1 degré moins de Jean-Luc Mélenchon. Une jeunesse plus en difficulté, les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer justement, et plus sur un vote Le Pen. Il y a les votes des partis... mais attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que les jeunes votent un peu comme leurs parents ou pas? Ça veut dire qu'ils ont moins de personnalité? Non, c'est pas une question de personnalité, parce qu'on peut voter par exemple pour Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon et voter différemment, et que ses propres parents votent différemment. Non, c'est une perte de singularité du vote jeune, c'est une institutionnalisation du vote jeune qu'on retrouve sur d'autres thématiques. Les valeurs des jeunes et les valeurs de l'ensemble des Français se sont beaucoup rapprochées avec le gain, le primat de valeurs traditionnelles. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une part de radicalité plus forte que par le passé. Il y a des jeunes plus favorables, par exemple, à boycotter, plus favorables que par le passé à des actions violentes. C'est pas non des actions radicales. Des actions radicales. C'est pas une rupture par rapport au passé, mais c'est un constat face à un politique qui ne trouve plus les solutions à leurs problèmes. On peut être plus que par le passé tenté par des actions radicales, tenté par un régime différent. Dans l'enquête Nouvelle Vague, on voit qu'un tiers des jeunes seraient favorables à ce qu'un militaire prenne le pouvoir. Il ne faut pas prendre ce résultat au pied de la lettre, mais c'est le reflet de cette recherche d'efficacité et donc de radicalité. Paul Maillot, vous l'observez, vous l'entendez ça, cette radicalité dans les discours ou... Il y a une différence, je pense aussi, dans la manière d'appréhender les choses, puisqu'on a eu, et via les contenus dont on vient de discuter aussi, un apaisement un peu, j'ai envie de dire, du discours des personnalités de l'extrême. Quand j'entends apaisement, ça va être des choses qui sont moins extrêmes, ou en tout cas qui sont moins entendues de cette manière-là. À quoi vous pensez? Moi, je vois pas bien ce que vous dites. Je pense un peu à la démystification qu'on a de cette question des extrêmes. Par exemple, par les médias, quand on voit des vidéos de Marine Le Pen qui parlent d'elle, qui parlent pas de ses idées qui sont... je peux les qualifier, nauséabondes sur certains sujets. C'est pas vécu comme quelque chose d'extrême? C'est très fortement atténué dans les médias, je trouve. D'accord, donc quand ils disent je vais voter Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ils n'ont pas l'impression d'aller voter vers quelque chose de radical, c'est ça que vous voulez nous dire? Notamment grâce à ces messages sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, dans les messages sur les réseaux sociaux, mais même plus largement, depuis quelques années, on a des façons de communiquer de la part des extrêmes qui sont beaucoup moins extrêmes. Donc ça lisse les images de tout le monde sur l'échiquier politique, finalement? Oui. Rémi Cardon. Moi, je rejoins un peu ce qui a été dit. Il y a aussi la personnalisation de la vie politique qui prend une ampleur considérable. Et ça vient d'être dit par Paul. Il y a une volonté aussi des gens de s'intéresser sur la personne. Il y a le côté émotionnel qui est préparé aussi. C'est le média training que certains politiques vont mettre en œuvre pour se préparer lors de débats, lors de vidéos ou autres. Et puis aussi le fait que tout le champ lexical qui est employé par notre société, par nos candidats, par nos politiques. Moi, je me suis engagé en politique, en tout cas, pour quelque chose, et pas contre quelque chose. Parce que on arrive souvent, quand même, et c'est pour ça que ça les pousse dans une radicalité, dans ça, tout va mal, et donc on se... Par le négatif. Voilà, par le négatif, en réalité. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'en réalité, en tout cas, si on veut faire la politique et on veut changer les choses, on y va dans une envie, avec des convictions, pour que notre proposition aboutisse, et pas contre quelque chose qui existe déjà. C'est tout le... Bien sûr, il y a une nuance. C'est une nuance. Mais qu'est-ce que ça peut donner à terme? Parce que si on regarde les résultats des votes des jeunes en 2017, lors de la dernière élection présidentielle, 26% des 18-34 ans ont voté Marine Le Pen, 25% ont voté Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que plus d'un jeune sur deux a voté pour un parti, je ne vais pas dire extrême, puisque c'est condamné par la plupart des partis qui sont jugés comme ça, mais par un parti très à droite ou très à gauche de l'échiquier politique. Constance de Pellichy, comment observer ça?
J'ai parfois l'impression que c'est aussi lié au fait que dans le discours politique, et c'est en partie lié aux réseaux sociaux, et en partie lié au contexte mondial dans lequel on est aujourd'hui, on ne fait plus une proposition de vision de société. Il y a moins cette recherche, en tout cas de la part des partis traditionnels, que ce soit LR ou le Parti socialiste. On est en quête aujourd'hui de redéfinir ce projet de société dans lequel on souhaite s'inscrire et donc d'offrir aussi à la jeunesse une perspective pour rêver. C'est ce qui manque beaucoup, moi, je trouve, dans la manière, dans l'expression politique de la jeunesse. J'avais le souvenir, normalement, que la jeunesse, elle était là pour rêver à un monde idéal. Et on quitte progressivement cette capacité à aller rêver un monde idéal. Alors, on se raccroche à des choses un peu radicales, même si pour moi, la jeunesse a quand même souvent été radicale. Il y a mai 68. Moi, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas complètement nouveau. J'ai fait mes études à l'époque du gouvernement Villepin et les lois sur le CPE. Ouais. J'étais en plus à Tolbiac à l'époque, donc vraiment bastion de des revendications étudiantes. Donc il y a toujours eu cette forme de radicalité chez la jeunesse, mais parce qu'elle était animée par un rêve et une envie d'aller vers. Et là, peut-être que ce qui change, c'est qu'à travers les crises que nous traversons et ce sentiment qu'il va être trop tard, on n'est plus dans le rêve, on est dans la réaction à, et donc forcément, la réponse politique n'est pas la même. Non, mais ce que vous dites est complètement corroboré par un des gros indicateurs de l'enquête Nouvelle Vague 2021. On demande aux jeunes, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un idéal pour vivre ? 40 points de moins. Dans un sondage, ce n'est pas très fréquent par rapport aux années 80. Alors, il ne faut pas enjoliver cette époque. Il y avait une jeunesse qui était inquiète, il y avait un chômage très fort. Ouais. On promettait aux jeunes des TUC où un Premier ministre avait dit « Vous êtes chômeur, vous n'avez qu'à créer votre entreprise ». Il y avait la crainte du sida sur le plan intime, mais il y avait toujours un idéal et l'idée qu'il y avait cette grande vision de la société. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'exercice du pouvoir à gauche et à droite qui a quand même déçu une partie importante des Français. Et c'est vrai que, vraiment exactement comme vous le dites, il y a ce sentiment d'urgence face à des problèmes dont on sent qu'il faut les résoudre très très vite, notamment la question du climat. Donc on n'est même plus dans l'avenir, dans le demain, on est dans le tout de suite, dans le maintenant. On est dans l'urgence. Qu'est-ce qui réconcilierait ces jeunes à la politique ? J'ai plus envie de dire les jeunes, parce qu'on a bien compris que c'était plus complexe que ça, mais qu'est-ce qui, d'après vous, Rémi Cardon, pourrait les ramener vers la politique au sens, encore une fois, traditionnel du terme, avec les partis, les élections, le vote, quoi ? Un jeune, il s'engage plus tellement en soi, sur des convictions, sur des idées. Parfois, il est plutôt sur il est sympathique, je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui, il paraît dynamique. Enfin, et ça, d'ailleurs, c'est pas que les jeunes. En réalité, c'est la majeure partie des Français aussi aujourd'hui. On voit la différence quand un candidat vient sur place et discute avec un Français. L'impact est direct. On peut même, j'ai envie de vous dire même que ça peut changer le vote à la fin de la personne. Parce que c'est le côté présentiel, la discussion en direct, c'est quelque chose qui fonctionne le mieux. Et c'est pour ça que le porte-à--porte a de l'avenir pour le coup. Et pourtant, il a bien disparu. Ce serait le lien direct, Paul Maillot, qui pourrait ramener les jeunes à la politique ? Ah oui, ce serait... Le lien charnel, le lien physique ? Il y a, oui, quelque chose qui s'est beaucoup perdu. Encore une fois, ça a été énormément exacerbé avec la crise sanitaire, c'est effectivement ce contact humain. Et c'est quelque chose dont on est vraiment demandeuse et demandeur en tant que jeune, que de pouvoir se rencontrer, parce que c'est les plus belles choses en fait, qu'on vit quand on est jeune, que de rencontrer nos collègues, les personnes avec qui on étudie, toutes ces personnes. Il y a cette question-là, donc de lien direct, effectivement. Il y a cette question de redéfinition du projet de société pour leur donner des perspectives et, à contrario, ne pas utiliser leurs craintes justement pour construire un programme. Et de l'autre côté, et c'est ce que je disais encore précédemment, c'est prendre leurs préoccupations en compte aussi et parler des sujets qui les intéressent et de la bonne manière. Constance de Pellichy, en quelques mots, qu'est-ce qui pourrait nous ramener ces jeunes à la politique ? En tant qu'élu, c'est une question qu'on n'arrête pas de se poser. Donc, et force est de constater qu'on n'a pas encore trouvé la bonne réponse. La seule chose que j'ai envie de transmettre comme message à la jeunesse, c'est de ne surtout jamais arrêter de s'intéresser à la politique, que l'engagement politique, il est multiple
Alors même si vous parlez de politique traditionnelle, je trouve que ce qui est important, c'est de s'impliquer dans ce qu'on fait et d'essayer d'avoir une conduite cohérente par rapport à ses choix, par rapport à ses convictions et d'avoir un engagement associatif, citoyen. Ça vaut tout autant qu'un engagement politique. Et ça permet aussi d'exprimer quelque chose. Il ne faut pas oublier le poids des corps intermédiaires dans la capacité à prendre des décisions pour le pouvoir. Ce sont finalement les premiers interlocuteurs de l'État dans tout un tas de décisions qui sont amenées à être prises. C'est le cas aussi au Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Il y a énormément d'auditions des corps intermédiaires. Donc s'engager dans le monde associatif, s'engager dans le monde syndical, c'est une manière aussi de pouvoir faire changer les choses. Frédéric Dabi, pour le mot de la fin. Oui, alors, la question n'est pas facile. C'est vrai que les jeunes attendent plus que les autres un discours de vérité. Il ne faut pas se moquer d'eux, il ne faut pas être sur un langage artificiel. Il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on a fait quand on a été élu. Et puis, la crise que l'on connaît, la crise de défiance, mais je quitte la sphère des jeunes, c'est une crise du résultat. Et c'est vrai que pour des jeunes, montrer concrètement qu'il y a des résultats, ça peut leur donner envie de revenir aux urnes et traiter les sujets les plus urgents pour eux. Et puis j'ai envie de réhabiliter les partis politiques. On est quand même dans un moment où les partis politiques laissent beaucoup plus de place aux jeunes que par le passé. Il y a quand même la parité, il y a eu le dégagisme qui fait qu'une nouvelle génération est venue dans les villes, dans différentes collectivités. Il y a beaucoup de jeunes. Et ben voilà une fin d'émission pleine d'espoir. On essaye. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, on se retrouve très très vite sur Public Sénat. À bientôt.